Et l'invité d'Europe Soir, Olivia, c'est une Européenne en colère. On va voir ça. Bonsoir Sylvie Goulard. Bonsoir. Députée européenne sortante, vous êtes la tête de liste des centristes UDI Modem dans la circonscription du Sud-Est. Je disais en colère contre cette campagne des Européennes qui commence et qui risque bien d'être une campagne française chez nous. Oui, ça dépend de ce que font les médias. C'est pour ça que je vous remercie de me donner la parole aujourd'hui. Est-ce qu'on permet de parler d'Europe ou pas? C'est l'enjeu. L'enjeu, ce n'est pas d'exprimer une colère qui finalement se retournera contre le peuple français puisqu'il n'aura pas des représentants de qualité au Parlement européen. Alors ça dépend de ce que font les médias, vous dites pourquoi? Parce que les médias français, peut-être nous y compris, on considère que les européennes c'est un enjeu interne, on voit ça comme un grand sondage, on se demande si le Front National va arriver en tête, c'est tout ça qui vous énerve? Non, sincèrement, il y a un problème de démocratie derrière parce que ce n'est pas une élection comme l'élection à l'Assemblée nationale en France où vous avez un scrutin majoritaire avec à la fin une majorité et une opposition. C'est un scrutin à la proportionnelle et donc par exemple les deux grands partis PS et UMP qui pour l'instant effectivement sont donnés en tête avec le Front National auront probablement besoin de l'appui des Verts ou des libéraux démocrates pour constituer une majorité pour prendre des décisions en Europe. Vous reprochez aux médias de se tromper de campagne. Les hommes politiques nous aident pas mal aussi. Je ne sais pas si vous avez vu les premières déclarations. Prenons Marine Le Pen qui aujourd'hui a dit si le Front National arrive en tête en France au niveau national, alors François Hollande n'aura pas d'autre choix que de dissoudre. C'est un mensonge. C'est un mensonge, on se trompe. C'est comme si on a une interrogation écrite de maths et on rend une copie de français. Là, la question, c'est de savoir quel type d'Europe nous voulons. Le président de la République ne sera pas obligé de dissoudre l'Assemblée nationale. Et encore une fois, si nous affaiblissons la représentation de la France au Parlement européen, eh bien c'est simple, nous aurons encore des députés Front National, nous en aurons peut-être même plus. Ils n'ont strictement rien fichu pendant la dernière mandature. Ils font du patriotisme à Paris, bien au chaud, ils agitent des drapeaux bleu, blanc, rouge, mais on ne les a jamais vus dans les batailles du Parlement européen. Donc l'enjeu, c'est d'envoyer au Parlement européen des gens qui sont dans la construction. Il y a des choix. Il y a des gens de gauche, de droite, des verts, des libéraux centristes, etc., qui sont tous dans la construction de quelque chose. Et puis vous avez ceux qui veulent se faire payer à ne rien faire. Je crois que d'ailleurs, M. Le Pen vous l'a dit hier dans votre plateau. Oui, c'est extraordinaire. Dans le débat hier soir, oui. C'est extraordinaire. On a quelqu'un qui dit aux électeurs « Envoyez-moi au Parlement européen, je serai payé, je ne ferai rien ». C'est quand même hallucinant. Alors ça, c'est le Front National, mais ce ne sont pas les seuls. J'ai lu des propos de vous qui reprochaient en gros à tous les partis d'avoir choisi des têtes de liste qui n'ont pas de compétences européennes, qui ne connaissent pas les institutions, qui souvent ne parlent aucune langue étrangère. Sauf le mien? Non, je plaisante un peu. Non, sincèrement, si on regarde, il faut se comparer aux autres en Europe. Il faut regarder ce que font les autres pays, parce que c'est ça qui est intéressant, parce qu'on est dans un jeu collectif. La France a vraiment le don de recycler au Parlement européen des gens qui ne le méritent pas et de ne pas envoyer les députés qui soient les meilleurs possibles et qui puissent justement défendre nos intérêts et renforcer l'Europe. Il ne s'agit pas d'arriver uniquement pour défendre les intérêts français, mais s'il y a des Français nombreux et travailleurs, nos idées seront mieux défendues au niveau européen et donc l'Europe sera aussi plus forte. Vous pensez à qui quand vous dites ces têtes de liste qui ne parlent pas un mot d'une langue étrangère et qui ne connaissent pas bien l'Europe? Je vous laisse deviner. Non, aidez-moi. Il y en a dans tous les camps, il y en a à l'UMP, il y en a au Parti socialiste. Sincèrement, on a un problème profond en France d'adaptation au monde de 2014. C'est pour ça d'ailleurs que le débat est en train de devenir assez étrange. On est en 2014. Cette semaine, on a eu la nouvelle que la Chine dépassait les États-Unis. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire, alors qu'on vivait dans un monde où on était quand même habitué à avoir un partenaire américain tout puissant. Avec de l'avance, avec 4 à 5 ans d'avance, la Chine dépasse les États-Unis. Et sur quoi se concentre le débat en France? Sur le passé, sur une vision de la souveraineté nationale qui n'est simplement plus à l'ordre du jour. C'est pas qu'on soit pour ou contre, c'est complètement dépassé. Ce sont des schémas d'hier. Et ces schémas d'hier, je crois qu'ils prospèrent justement parce que beaucoup d'hommes politiques et de femmes politiques dans un certain nombre de partis ne sont pas assez en prise avec les questions internationales. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce que les électeurs, est-ce que les Français aujourd'hui ont compris qu'en votant pour l'UMP, en votant pour le PS ou en votant pour les centristes, en réalité, ils votent pour des têtes de liste qui ont été désignées au niveau européen. Jean-Claude Juncker pour la droite, Martin Schulz, l'allemand, pour la gauche, le belge Guy Verhofstadt pour vous, les centristes. On a l'impression, là je viens de citer 3 noms, les Français ne connaissent pas leur visage, ne savent
Oui, pas mais qui ils vont les connaître. Écoutez, d'abord, encore une fois, on est au début de la campagne, puisqu'à cause des municipales, on n'a pas pu en parler beaucoup auparavant. C'est la première fois que cette procédure entre en vigueur, puisqu'un nouveau traité est rentré en vigueur depuis 2009. Donc on a quelques semaines pour leur donner une voix, pour leur donner un visage. Hier soir, j'étais à Lyon avec Guy Verhofstadt, qui est un homme extrêmement engagé, qui est en plus à la fois très sérieux sur le fond et très drôle sur la forme. Je peux vous dire qu'il a enthousiasmé la salle dans laquelle on se trouvait. Donc effectivement, il y a ce travail à faire. C'est qui alors votre leader? C'est un Belge? C'est un ancien Premier ministre? Oui, c'est surtout un grand Européen. Je vais vous dire, il se bat vraiment. On avait créé ensemble, avec Danny Cohn-Bendit, lui et quelques autres, un groupe au Parlement européen pour, pendant la crise, aller plus loin, pour trouver des solutions plus audacieuses. Et c'est un grand Européen. Et il a exercé effectivement pendant 11 ans les fonctions de Premier ministre en Belgique, ce qui lui donne, je crois, une certaine capacité à gérer les affaires européennes. Alors, ce qui est nouveau, vous venez de le dire, puisque le traité est nouveau, c'est que le parti qui l'emportera a de bonnes chances de voir son leader être nommé président de la Commission de Bruxelles, c'est-à-dire le nouvel homme fort. Ça, ce n'était pas le cas dans les élections européennes précédentes. On ne votait pas pour désigner le président de l'Europe, j'allais dire. Oui, mais ça, c'est nouveau. Et justement, quand on dit que l'Europe n'est pas démocratique, ce sont des sornettes. D'abord parce que cette procédure maintenant est en œuvre. Et d'autre part, il y a un contrôle très fort du Parlement européen sur les commissaires. Vous savez que quand on désigne la Commission, il y a quelque chose qu'on n'a pas en France. En France, n'importe qui peut être désigné ministre, sans qu'on contrôle ni sa compétence, ni sa connaissance des dossiers, ni le cas échéant, l'existence de conflits d'intérêts. Alors que chacun des commissaires est passé sur le grill pendant plusieurs heures au Parlement européen. Et je vous assure que ce n'est pas une partie de plaisir. Oui, mais ils ne sont pas élus. La plupart d'entre eux sont élus. Beaucoup de gens qui occuperont des fonctions de commissaire ou qui l'occupaient s'étaient présentés aux élections européennes. C'était l'immense majorité. C'était parfois aussi des anciens premiers ministres de leur pays, des anciens ministres. Et encore une fois, je vous dis, la démocratie, ce n'est pas que l'élection. Il y a en France des premiers ministres qui n'ont jamais été élus. Raymond Barre ou Dominique de Villepin n'avaient pas été élus non plus. Est-ce que ça vous choque? Ouais. Mais alors dites-moi, vous nous dites, si la gauche l'emporte, ce sera Martin Schulz qui sera président de la Commission. Si le centre l'emporte, ce serait Guy Verhofstadt, le Belge. Si la droite l'emporte, ce serait Jean-Claude Juncker, le luxembourgeois. Sauf que, Sylvie Goulard, ce n'est pas du tout non plus automatique. La Constitution ne le dit pas aussi clairement que ça. Et les chefs d'État et de gouvernement ne sont pas tous d'accord avec cette idée. Non, mais de même qu'en France, quand on a un changement, on a eu un remaniement de Premier ministre, on ne savait pas non plus qui le président de la République allait choisir. C'est normal que vous ayez des tractations, surtout, encore une fois, dans un système, je le répète, où vous avez une proportionnelle et où il y aura probablement une coalition. Regardez ce qui s'est passé en Allemagne, regardez ce qui s'est passé au Royaume-Uni, pays qui n'est pas habitué aux coalitions. Ils en ont fait une après leurs dernières élections. Regardez ce qui s'est passé en Italie. Donc en France, on a la Ve République qui est assez atypique dans le paysage démocratique, mais dans les autres pays, c'est la pratique courante. On attend le résultat, on voit qui est en tête, on regarde si cette personne-là, en plus là, doit se mettre d'accord avec le Conseil européen. Moi, je trouve déjà que la dynamique créée par les candidats est assez extraordinaire. Regardez les socialistes du sud de l'Europe qui soutiennent un Allemand. Ça veut bien dire qu'ils se rassemblent sur l'idée socialiste plutôt que sur la nationalité de l'individu. Nous avons un candidat qui est belge et c'est très bien comme ça. Ouais, mais ça vous énerve quand on dit l'Europe c'est compliqué, mais regardez, là c'est compliqué. On n'est pas capable aujourd'hui de dire absolument si ce sera automatique que le gagnant de ces élections sera le président de la Commission. Mais c'est marrant, vous pensez que la vie est simple, vous? Non mais sincèrement, regardez la France, on a deux exécutifs. On a un président de la République, on a un Premier ministre. Est-ce que tous les Français sont exactement capables de dire quelle est la différence de rôle entre le président de la République et le Premier ministre? Est-ce qu'on est parfaitement capable d'expliquer quelle est la procédure de navette entre l'Assemblée nationale et le Sénat? Je ne crois pas. La démocratie dépend aussi de l'incarnation. Là, on a des visages, on a des individus, ils ont un parcours et que le meilleur gagne. Alors que le meilleur gagne, et pour savoir qui est le meilleur, on pourrait regarder un débat entre tous ces candidats puisqu'ils seront dans une quinzaine de jours à l'initiative, je crois, de l'Eurovision rassemblés pour un débat. Et vous êtes furieuse parce qu'aucune télé française ne veut le diffuser? Non, ça sera diffusé sur des télévisions qui sont peu regardées. C'est ça que je trouve triste. Comme vous l'avez souligné vous-même, donc je ne suis pas furieuse pour le plaisir, je crois me faire l'écho d'un certain nombre de gens qui, en France, trouvent dommage qu'on ne les informe pas sur l'Europe. Et donc vous voudriez ce débat sur France Télévisions? Je crois que ça serait une bonne chose que le soir où il est diffusé dans d'autres pays, c'est-à-dire le 15 mai, il puisse y avoir dans tous les pays d'Europe des individus
d'individus qui sont prêts à écouter un débat comme on en a un pour la présidentielle. Guy Verhofstadt a d'ailleurs déjà proposé que ce débat ait lieu en français. Si c'est ce qui pose un problème à France Télévisions, lui, il est parfaitement bilingue. Martin Schulz l'est aussi, Juncker l'est aussi, José Bouvet n'aura pas de problème. Pourquoi la télévision française n'a pas pris les devants en disant, nous, on fait un débat francophone, venez et on vous invite. Bon, si la télé en veut pas, on pourra peut-être le faire sur Europe 1, on verra ça. Alors d'ailleurs, comme vous invitez M. Juncker et M. Schulz, vous pouvez inviter M. Verhofstadt aussi dans quelques jours. On fera ça. Merci beaucoup, Sylvie Goulard, tête de liste UDI Modem pour la circonscription du Au revoir, auf Sud-Est. Wiedersehen. Auf Wiedersehen.